Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Yann Combray, je suis kinésithérapeute et je suis, docteur en sciences diplômé de cette année de l'Université catholique de Louvain et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une session qui s'intitule «La VNI en kinésithérapie, quels intérêts?» Donc je voudrais évidemment remercier le comité scientifique de ces journées francophones de la mucoviscidose de m'avoir proposé de vous parler aujourd'hui de cette thématique. Alors pour commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêts en lien avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis formateur pour un organisme de formation à destination des kinésithérapeutes, étudiants et diplômés et j'ai des activités d'expertise auprès de la société Air Liquide Medical System, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, le sujet qu'on m'a proposé de traiter, c'est les intérêts que pourrait avoir la ventilation non invasive pour le kinésithérapeute ou pour la kinésithérapie. Alors, dans la mucoviscidose, hein, aujourd'hui, on commence à avoir quand même quelques preuves, quelques études qui ont vu le jour dans les dernières années sur l'utilisation de la ventilation non invasive en lien avec des thérapeutiques de kinésithérapie ou en dehors de ces thérapeutiques pour la prise en charge générale de ces patients, mais avec des implications qui peuvent, pour nous kinésithérapeutes, être intéressantes. Alors pour commencer, hein, juste pour présenter peut-être pour ceux qui sont moins habitués à tout ça, donc la ventilation non invasive, hein, ce sont des systèmes de ventilation qui sont utilisables dans des services hospitaliers, dans des cabinets de kinésithérapie, au domicile du malade. Donc il existe aujourd'hui de très nombreux dispositifs, hein, avec différents niveaux de ventilateurs en fonction de la sophistication de la machine ou de la possibilité de les utiliser sur des batteries externes par exemple. Et puis il existe aussi un nombre très important d'interfaces diverses et variées. Aujourd'hui, on peut faire de la ventilation non invasive avec des masques faciaux, avec des masques nasaux, avec des embouts buccaux, avec des embouts narinaires, etc. On peut utiliser énormément de combinaisons possibles pour réaliser de la ventilation non invasive. Alors, je ne peux pas vous présenter évidemment en 20 minutes tous les modes qui existent, mais pour faire simple, hein, celui qu'on va utiliser le plus en ventilation non invasive aujourd'hui, c'est un mode de ventilation barométrique, c'est ce qu'on appelle le mode ST, donc ce qui en anglais veut dire spontané et temporisé, spontané ou timed. Et donc, c'est de la ventilation spontanée, hein, avec une aide inspiratoire et une pression expiratoire positive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, hein, à chaque cycle déclenché par le patient, il va recevoir une certaine aide inspiratoire et puis il va y avoir un niveau de pression constant dans la machine qui est la pression expiratoire positive qui va rester constante tout au long des cycles. Et puis, donc, on règle, lorsque l'on fait de la ventilation non invasive, hein, une pression inspiratoire positive, donc un niveau de pression le plus haut, une pression expiratoire positive, un niveau de pression le plus bas, une pente qui est la rapidité d'insufflation de la machine, et puis d'autres paramètres accessoires, hein, comme le trigger, donc la sensibilité de déclenchement, le cyclage, la sensibilité de fin d'insufflation de la machine, et puis éventuellement, on peut aussi, dans un mode spontané et temporisé, régler une fréquence de sécurité, donc une fréquence respiratoire minimale sur une minute. Donc voilà pour tous les paramètres de base. Je préférais commencer par là parce que ça peut toujours servir de bien les avoir en tête dans ce que je vais vous présenter après. Alors pourquoi la ventilation non invasive? Juste pour faire simple et expliquer la physiologie de tout ça, il y avait un schéma très bien fait adapté d'une narrative review de Brigitte Fourroux qui est sortie il y a quelques années déjà, hein, il y a une dizaine d'années, où elle proposait en fait cette idée d'une balance représentant l'homéostasie respiratoire et donc signifiant que pour que l'homéostasie ventilatoire respiratoire soit maintenue, il faut une adéquation entre la charge qui s'applique au système respiratoire et la force que sont capables de générer les muscles respiratoires pour créer du volume à chaque inspiration et donc permettre aux patients de ventiler spontanément, efficacement, sans être en situation de détresse. Donc ça, c'est la situation physiologique parfaite dans laquelle tout va bien. Cela étant, dans le contexte de la mucoviscidose, on sait déjà que, en fonction de l'évolution de la maladie, en fonction de la destruction progressive des bronches ou du parenchyme pulmonaire, il va y avoir une augmentation progressive de la charge respiratoire, donc de la charge en fait s'appliquant au système respiratoire, en lien avec différentes manifestations cliniques. Alors, il va y avoir de l'obstruction bronchique, il va y avoir de l'encombrement bronchique, une destruction progressive du parenchyme pulmonaire, et donc tout ça, ça va contribuer déjà à majorer le travail que doivent générer les muscles respiratoires. Et puis après, pour nous kinésithérapeutes, par exemple, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on va risquer encore de majorer la charge qui va s'appliquer sur ce système respiratoire. Par exemple,
lorsqu'on fait réaliser une activité physique à un patient ou une session de réentraînement à l'effort, ou lorsque l'on fait pratiquer une session de désencombrement bronchique qui va aussi être sollicitante pour les muscles respiratoires, ou tout simplement lorsque nos patients atteints de mucoviscidose sont en période d'exacerbation et que donc il va y avoir une augmentation de cette symptomatologie respiratoire. Et tout cela, eh bien, ça peut contribuer à générer des perturbations dans cette homéostasie respiratoire et majorer la force que doivent générer les muscles respiratoires. Alors concrètement, pour nous kinésithérapeutes, ça se manifeste quand? Eh bien, je vais vous reprendre avec ce petit diagramme là qui est, en fait, c'est une lettre à l'éditeur qui avait été publiée dans l'European Respiratory Journal, où ils avaient demandé à des physiothérapeutes italiens de recenser en fait les indications que eux retrouvaient le plus souvent pour la ventilation non invasive dans la mucoviscidose. Alors il y a plein d'indications assez classiques qui vont nous toucher, nous kinésithérapeutes, puisque nos patients seront amenés à être ventilés, mais pas forcément directement dans nos techniques de kinésithérapie. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans le topo, mais on observe du coup différentes situations, l'exacerbation hypercapnique, la détresse respiratoire chronique, et donc le patient qui va avoir une détérioration importante de son parenchyme pulmonaire, la présence par exemple d'un état nutritionnel détérioré, la présence de troubles du sommeil, les patients qui sont en attente de greffe, par exemple, et qui sont dans une situation de détresse respiratoire chronique très importante, ou encore des situations dans lesquelles on a des hypoxémies importantes et réfractaires chez ces patients. Et puis, on a aussi des situations pour à peu près 20% des indications dans ce travail italien qui nous touchent, nous, directement en tant que kinésithérapeute, où par exemple, on a 15% des patients recensés dans cette étude-là qui ont une ventilation non invasive qui vont utiliser au moment des séances de désencombrement bronchique, ou 6% ici qui vont l'utiliser au moment des activités de réentraînement à l'exercice. Donc pour nous, kinésithérapeutes, alors en 20 minutes, je ne peux pas tout traiter, donc c'est là-dessus surtout que je vais axer mon propos aujourd'hui, parce que je pense que ce sont deux indications qui vont nous toucher directement, même si à nouveau, ces patients qui ont une VNI parce qu'ils sont en décompensation respiratoire hypercapnique, parce qu'ils ont des troubles du sommeil, etc., évidemment que ça va impacter notre rôle de kinésithérapeute auprès d'eux, mais peut-être moins directement sur les techniques que l'on va utiliser avec eux et sur nos traitements. Alors, le premier exemple, c'est le cas du désencombrement bronchique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, une situation dans laquelle on fait pratiquer à un patient un désencombrement bronchique, c'est une situation dans laquelle on va créer une modification de son schéma respiratoire, une modification de son pattern respiratoire, et on peut évidemment générer une charge respiratoire plus importante dans ces moments-là, puisqu'on lui demande de ventiler d'une manière un petit peu différente de ce que lui va faire tout à fait spontanément. Et en fait, c'est déjà proposé. En fait, il y avait un gros travail de recensement de la Haute Autorité de Santé en 2012 sur les dispositifs de ventilation non invasive, qui avait fait une synthèse de la littérature sur la mucoviscidose. Alors, pas que, mais entre autres sur la mucoviscidose. Et donc, il y a eu pas mal de papiers qui ont été publiés depuis, mais déjà en 2012, c'était proposé de conseiller la ventilation non invasive la nuit pour ces patients et de l'utiliser aussi, pourquoi pas, pour améliorer la désobstruction des voies aériennes, éventuellement ajouter à d'autres techniques de dégagement des voies aériennes. Et ce rapport de la HAS disait déjà particulièrement chez les patients qui ont des difficultés à expectorer. Et ça, je pense que c'est très important parce que la sélection des patients qui vont pouvoir bénéficier de ventilation non invasive au décours du désencombrement bronchique, je pense que c'est un des points centraux réellement du propos que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Alors en fait, pourquoi ça a du sens? Eh bien parce que, pour corroborer ce que je disais tout à l'heure sur la charge plus importante appliquée au système respiratoire, ça fait quelques années déjà qu'on sait, avec cette étude notamment de Brigitte Fourou dans Pediatrics qui a été publiée avant l'année 2000, donc c'était il y a un petit moment déjà, on avait déjà observé que lorsque des patients font une séance de désencombrement bronchique, alors en l'occurrence dans cette étude-là, c'était des enfants, on peut observer consécutivement à cette séance de désencombrement bronchique une diminution de la force de leurs muscles respiratoires. Et donc, ça se manifeste par une diminution d'à peu près 10 cm d'eau de la PI max, la pression inspiratoire maximale, et à peu près la même chose avec la PE max. Ce qui montrait quand même qu'on demandait réellement un effort respiratoire à ces patients. Alors, pour une très bonne raison, mais néanmoins, on génère quand même de la fatigue au niveau de leurs muscles respiratoires.
Et en fait, cette étude-là, c'était une étude en crossover, un design croisé, donc dans lesquels les enfants faisaient consécutivement une séance de drainage bronchique sans rien, ici en orange, et une séance de drainage bronchique, ici PSV, avec un Pressure Support Ventilation, donc avec une ventilation non invasive. Et on observe en fait que la course de la PImax et de la PEmax est complètement différente. Elle diminue dans la session contrôle et elle a plutôt tendance à augmenter, même si ce n'est pas significatif partout, avec l'ajout de la ventilation non invasive. Et donc, l'utilisation de la VNI pourrait permettre de prévenir la fatigue de ces muscles respiratoires. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, toujours dans cette même étude, on observe qu'il y a moins de déstabilisation respiratoire. Dans la session contrôle ici en bas, on observe que chaque flèche correspond à l'initiation de 15 à 20 expirations forcées. Alors c'est ce qui était fait dans cette étude-là. Et on observe qu'en fait, consécutivement à chacun de ces moments où il y a une technique de drainage bronchique qui est réalisée, on a une diminution de la saturation en oxygène. Alors, l'échelle est importante, donc c'est une diminution qui ne va pas au-delà de 90%, mais il y a quand même une baisse de 7 à 8% de la saturation d'oxygène et une augmentation concomitante de la fréquence respiratoire, probablement à la suite de cette déstabilisation. Et tout ça, dans la session avec la VNI, on ne l'observe pas. On a beaucoup plus de continuité dans la SpO2 ou dans la fréquence respiratoire et beaucoup moins de déstabilisation. Et puis sur les 16 patients inclus dans cette étude, en fait, quand on leur demande ce qu'ils en ont pensé, dans la majorité des cas, vous voyez que les enfants sont plutôt satisfaits, avec 14 personnes sur 16 qui disent que vraiment ils se sont sentis mieux avec la ventilation non invasive. Donc ça, c'est chez l'enfant et c'est un petit peu ancien, mais on a des données aussi plus récentes chez l'adulte, donc notamment ce beau travail de l'équipe de Tiffany Dwyer en Australie dans le JOP en 2015, qui montre exactement les mêmes résultats chez l'adulte. Donc je ne vais pas tout redétailler, mais en fait, vous voyez que consécutivement à une séance de drainage bronchique, avec la VNI, ici en noir, vous avez plutôt une augmentation de la force des muscles respiratoires, que ce soit pour la PImax ou la PEmax, on observe à peu près la même tendance, alors que sans l'ajout de la ventilation non invasive, on a plutôt une tendance à la diminution et donc en fait à la fatigue de ces muscles respiratoires. Donc on observe exactement la même chose chez l'adulte, et puis dans cette étude-là, c'est chez des patients qui sont en exacerbation, et en fait on observe que les examens du souffle s'améliorent même un peu plus vite dans la condition qui bénéficie de ventilation non invasive. Et donc peut-être aussi parce que les patients sont moins fatigués, et donc jour par jour, quand on leur fait des spirométries, ils ont des meilleurs résultats grâce à l'ajout de la VNI pendant ces séances de désencombrement bronchique. Et puis enfin, pour être assez exhaustif, il y a d'autres travaux. Il y a des travaux assez récents, vous voyez 2016, 2014, 2018 ici dans ma bibliographie. Et donc, on a quelques études qui ont utilisé la VNI, mais toujours sur du très court terme, et qui tendent à montrer que par exemple, on maintient un peu mieux la SpO2 avec l'ajout de la VNI, même si, encore une fois, cliniquement, c'est assez proche, entre 94 ou 98%, qu'on a un petit peu plus d'homogénéité au niveau de la ventilation post-VNI, enfin post-session de désencombrement avec la VNI, donc sur l'index de clairance pulmonaire. Et puis, par contre, que ça ne permet pas spécifiquement d'augmenter les expectorations par rapport à d'autres techniques. Et puis, il y a aussi quelques travaux au long terme qui tendent à montrer, c'est ce que je disais, dans l'étude de Brigitte Fauroux, donc même si celle-là était à court terme, mais les résultats sont assez similaires, c'est que les patients ont tendance à trouver le désencombrement plus facile et à être moins dyspnéiques consécutivement à la séance de drainage avec l'utilisation de la VNI. Donc tout ça, c'est quand même assez intéressant. Étant, la question qui se pose, ça reste quand même de se demander pour qui ça va être utile. Et en fait, la première chose, je pense le premier message qu'on peut se dire, c'est que ça va avoir du sens de l'utiliser, notamment pour tous ces patients qui utilisent déjà la ventilation non invasive pour d'autres raisons. Et en fait, si on reprend l'étude de ZUFO et cette enquête, on peut considérer que tous ces patients qui sont déjà appareillés pour d'autres raisons, pourquoi pas utiliser la ventilation non invasive au décours du drainage, surtout si eux en manifestent le besoin. Si on a des patients qui ont une situation, par exemple, de détresse respiratoire chronique en lien avec une dégradation importante de leur capacité respiratoire, là, évidemment, ça peut avoir du sens d'utiliser la ventilation non invasive dans une situation dans laquelle on va les mettre un petit peu en difficulté. Donc là, évidemment, ça peut avoir énormément de sens. Et en fait, les recommandations les plus récentes, elles datent de 2016. Elles ont été publiées dans l'excellente revue Respirology à destination des physiothérapeutes australiens et néo-zélandais, mais ça a du sens aussi pour nous
de nous approprier ces recommandations. Et en fait, c'est bien écrit à l'intérieur hein, que la ventilation non invasive peut être une adjonction, un add-on intéressant pour les techniques de drainage bronchique, mais chez les patients surtout qui présentent une maladie respiratoire sévère et dans laquelle la dyspnée ou la fatigue vont être amenées à limiter l'efficacité des techniques de drainage bronchique. Et en fait, évidemment, hein, c'est assez logique quand on y réfléchit. Il y aurait peu de sens à utiliser la ventilation non invasive chez tous les patients atteints de mucoviscidose lors de toutes les séances de drainage bronchique, mais ça va avoir surtout du sens de l'utiliser dans les cas dans lesquels on est en échec en essayant de faire autrement. Et là, évidemment, hein, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il existe énormément de techniques de drainage bronchique différentes, que selon les endroits, que selon l'expérience du thérapeute, que selon les préférences des patients, on va tous être amenés à utiliser des techniques qui sont différentes, que la dernière très grosse overview des Cochrane qui a comparé ces différentes techniques n'a pas montré de supériorité d'une technique par rapport à une autre, et qu'en fait, hein, le choix de la meilleure technique, il va toujours être dépendant du choix du patient, du choix et des préférences du praticien ou de ses habitudes, et de l'état clinique du patient. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que dans le cas où on a une dyspnée ou une fatigue importante, la première solution, c'est la VNI. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres techniques de drainage bronchique qui sont parfois plus douces, qui sont parfois plus adaptées à la situation clinique immédiate du patient, et que peut-être il y a des moyens aussi de réussir à augmenter l'efficacité du drainage sans avoir recours à ce genre de techniques qui, évidemment, peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas forcément très faciles à tolérer non plus, et tous les patients ne vont pas adorer faire du drainage bronchique avec de la VNI. Donc, je pense que la sélection des patients, elle est importante, et ça, évidemment, hein, c'est en lien avec notre expérience clinique à tous, et en lien avec les retours que nous font les patients lorsque l'on leur propose d'utiliser ce genre de dispositif. Et puis enfin, comment? Eh ben, d'abord, pour enfoncer le clou, hein, je disais, ça va dépendre de la technique de désencombrement bronchique qu'on choisit en fonction du thérapeute et du patient, évidemment. Et puis, ce qu'on va chercher, hein, c'est surtout d'obtenir vraiment une amélioration du confort et une diminution de la dyspnée du patient. Et vous voyez qu'en fait, hein, les réglages dans les études, ils sont extrêmement disparates. Donc, on a des pressions expiratoires positives allant de 0 à 10 cm d'eau. On a des pressions inspiratoires positives allant de 8 à 32 cm d'eau, avec des aides inspiratoires en fait de plus en plus importantes en fonction de la sévérité du patient. Hein, c'est ça qu'on observe le plus. Et donc, l'idée, c'est qu'évidemment, il faut qu'on ait un niveau de pression expiratoire positive qui ne soit pas inconfortable pour le patient, qui soit à minima de 4 cm d'eau si on utilise de la ventilation à fuite intentionnelle. Et puis après, est-ce que ça a du sens de majorer la pression expiratoire positive? Aujourd'hui, il n'y a pas de données qui le montrent, et puis il n'y a pas de surplus d'expectoration en lien avec d'autres techniques comme les PEP masques ou la CPAP si on utilise des VNI avec de la PEP. Donc, en fonction de la tolérance du patient. Et puis l'aide inspiratoire, bah, l'objectif, c'est qu'on soulage les muscles respiratoires. Donc il faut qu'on obtienne une aide inspiratoire suffisamment importante pour que le malade se sente soulagé et amélioré, entre guillemets, par la VNI et ait besoin de fournir moins d'efforts respiratoires. Et puis évidemment, hein, on a le choix aussi de l'interface. Donc selon les papiers, il y a de la ventilation non invasive avec des interfaces de mouthpiece, hein, d'embouts buccaux. Il y a de la VNI avec du masque nasal. Le masque nasobuccal, peut-être qu'on ne va pas le privilégier parce qu'évidemment, si le patient tousse et vient cracher à l'intérieur du masque, ce n'est pas très agréable pour lui. Donc, peut-être plutôt des techniques qui vont nous permettre de garder la bouche libre ou en tout cas de pouvoir enlever très facilement l'interface si le malade a besoin de cracher. Et donc, ça peut avoir du sens. Hein. On voit surtout de l'embout buccal ou du masque nasal, mais à nouveau, ça va être à définir en fonction des préférences du patient. Donc voilà pour cet aspect sur la ventilation non invasive au décours du désencombrement bronchique. Et puis, je voulais présenter aussi un petit peu sur le réentraînement à l'effort. Je vous ai dit, je n'ai pas le temps de tout traiter, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de discuter un peu de ce point-là. Alors, vous le savez, et je pense que vous le pratiquez très largement et c'est très bien et c'est très important. Il y a des recommandations très fortes hein, aujourd'hui pour la pratique du réentraînement à l'effort chez les patients atteints de mucoviscidose ou pour la pratique journalière ou la plus régulière possible d'activité physique quand ils sont chez eux ou en dehors évidemment du cabinet de kinésithérapie ou de l'hôpital. Donc voilà, aujourd'hui on sait que c'est extrêmement important de faire pratiquer une activité physique régulière à ces patients. On sait que c'est extrêmement important de les renvoyer vers des structures de réentraînement à l'effort, mais quand ils sont par exemple déconditionnés ou qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans la réalisation de ces activités. Mais on sait aussi hein, que le facteur limitant parfois, c'est que l'exercice physique
physique, c'est difficile, ça génère de la dyspnée, que la détresse respiratoire chronique fait que ce sont des patients qui petit à petit vont risquer de se déconditionner en faisant moins d'exercices, etc. Donc, ça peut avoir du sens aussi d'essayer de soulager cet effort physique et pourquoi pas ici la ventilation non invasive pourrait trouver aussi son rôle. Alors aujourd'hui, en fait, on a quand même assez peu de données là-dessus et les données qui ont été publiées dans d'autres pathologies respiratoires chroniques comme la BPCO par exemple, aujourd'hui, elles sont assez contradictoires, hein. Elles ne tendent pas à montrer de supériorité très importante de la VNI, en tout cas pas du tout pour tout le monde. Donc, on a quelques données, mais c'est surtout des données indirectes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut formuler l'hypothèse aussi qu'un patient qui a besoin d'une ventilation non invasive, parce que, par exemple, il a une hypoventilation alvéolaire au long cours au sommeil et que c'est un patient qui a une hypercapnie diurne, ou que c'est un patient qui a des troubles du sommeil, etc., on peut formuler l'hypothèse que être mieux pris en charge la nuit, ça peut lui permettre aussi de faire plus de choses. Bon, entre autres, parce que ce n'était pas l'objectif principal de cette étude, mais c'était un des critères de jugement de cette très belle étude de l'équipe de Milros qui a été publiée dans Respirology l'année dernière. Donc eux, ils ont pris des patients assez sévères, hein, à peu près 30% de VEMS, et ils ont comparé pendant 1 an des malades qui avaient de la VNI la nuit et des patients qui avaient de l'oxygène la nuit. Et en fait, ils ont un petit effectif, hein, ça a été difficile de recruter beaucoup de patients pour cette étude, mais il y a quand même quelques tendances, alors ce n'est pas statistiquement significatif, mais qui tendent à montrer qu'au moins au départ, sur la qualité de vie par exemple, on a des patients qui sont un peu plus actifs, qui sont un peu moins limités dans leurs activités journalières par leur symptomatologie respiratoire. Donc c'est des résultats préliminaires, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas en tirer grand-chose, mais peut-être qu'une des explications aussi, c'est que dans cette étude-là, ils ont sélectionné volontairement des malades qui n'étaient pas franchement hypercapniques. Et donc peut-être que ce n'était pas eux qui étaient le plus gênés aussi à la base par cette symptomatologie respiratoire nocturne. À l'inverse, il y a un autre travail qui est un peu plus ancien et sur un contingent de patients plus faible, mais qui avait montré des résultats intéressants. C'est l'étude de Young dans Thorax. Eux, ils avaient 8 patients. Ils ont fait un crossover et donc en fait, ils ont fait pendant une période de 2 semaines des examens chez des patients qui étaient laissés la nuit soit en air, soit sous oxygène, soit sous VNI. Et en fait, dans les 2 semaines où ces patients avaient de la VNI, donc c'était encore une fois des patients assez sévères, hein, enfin même très sévères, avec un VEMS à 35%, et cette fois-ci qui était plus hypercapnique, avec une PaCO2 au-dessus de 50 mm de mercure, dans les 2 semaines où les patients utilisent la VNI, eh ben, ils ont quand même une capacité à l'exercice. Alors c'était mesuré sur un shuttle walk test, donc un test incrémental de marche, hein, le test navette, eh ben, ils ont quand même une capacité à l'exercice qui est meilleure. Alors, c'est 8 patients, c'est une courte période, c'est peut-être un hasard, mais peut-être aussi qu'améliorer la symptomatologie nocturne de ces patients, eh ben, ça permet de leur donner plus de possibilités dans la journée. Et donc, s'ils ont une meilleure tolérance à l'effort, peut-être qu'ils vont mieux tolérer des activités de réentraînement ou qu'ils vont faire plus d'activités physiques et peut-être qu'on va réussir à optimiser les activités physiques grâce à ça. Bon, et puis enfin, dernier papier sur le sujet qui, je pense, est quand même intéressant. C'est le seul, hein, qui a été fait vraiment sur la VNI à l'effort dans la mucoviscidose chez des enfants atteints de mucoviscidose, donc 13 enfants, avec quand même des pathologies respiratoires assez sévères, hein, pour des enfants. On a des VEMS allant jusqu'à 35%. Donc, c'est une étude brésilienne. Et dans cette étude-là, en fait, ils ont fait des tests de marche de 6 minutes sur tapis. Et ils ont observé quand même que les patients avec la VNI réussissaient à faire une distance plus importante. Donc en fait, le test de marche de 6 minutes sur tapis, hein, l'enfant augmente la vitesse en fonction de la tolérance à l'exercice qu'il perçoit. Et là, ils ont réussi à mettre en évidence avec cette étude-là une amélioration d'à peu près 28 mètres avec l'utilisation de la ventilation non invasive. Bon, c'est pas inintéressant du tout, hein, donc peut-être que ça peut avoir du sens. À nouveau, chez les patients sélectionner ceux qui vont présenter une dyspnée importante ou une fatigue excessive à l'exercice qui va limiter vraiment leur participation à des activités physiques ou à des activités de réentraînement. Et encore une fois, je pense que la question importante, c'est de se demander aussi au départ si réellement on a besoin de l'adjonction d'une ventilation non invasive ou si par d'autres adaptations simples, donc par exemple pour le réentraînement à l'effort, utiliser plutôt de l'exercice en fractionné, en intervalle training au départ chez les patients qui ont une symptomatologie respiratoire très importante, qui sont très dyspnéiques, ou faire d'autres exercices qui sont moins dyspnéisants, ça ne peut pas être une manière un peu plus facile d'optimiser les activités de réentraînement. Mais dans les cas où ce n'est pas possible ou dans les cas où les patients sont déjà appareillés par exemple, eh ben, pourquoi pas utiliser ce genre d'interface à l'effort pour augmenter l'efficacité, on va dire, de nos thérapeutiques de kinésithérapie.
Donc voilà, c'est ça le message de fin, hein, c'est que franchement, dans la littérature, il y a des données intéressantes pour constituer de la ventilation non invasive, une aide au drainage bronchique, une aide à l'activité physique, donc ça peut avoir du sens. Il y a d'autres données aujourd'hui qui montrent que ça peut permettre de corriger certains paramètres en lien avec les troubles du sommeil, en lien avec l'hypoventilation alvéolaire chronique ou la détresse respiratoire chronique chez ces patients. Donc tout ça, c'est des données intéressantes. Pour nous, en tant que kinésithérapeute, surtout chez des patients qui ne sont pas appareillés au départ, eh bien, peut-être que la première question à se poser, c'est est-ce que je ne peux pas faire aussi par d'autres moyens simples une optimisation de mon drainage bronchique ou de mon réentraînement? Mais si je n'arrive pas à trouver d'autres alternatives ou si je pense que c'est ça la solution, peut-être que cliniquement, chez certains patients, ça peut vraiment avoir du sens. Et là, il faut chercher le meilleur réglage, entre guillemets, avec le patient ou la meilleure utilisation pour que lui se sente réellement amélioré par ce qu'on lui propose et soit capable, par exemple, d'avoir un drainage plus efficace ou de participer plus ou mieux à des activités de réentraînement à l'effort, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne poursuite de congrès et de journée scientifique. Merci.